Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet autre numéro de votre émission Entre elles, une émission dédiée spécialement à la femme. Et ces jours, nous recevons également une femme, il s'agit de Priscille Lopian-Madier, qui est la directrice générale du restaurant Les Saveurs de chez nous. Priscille, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors pour toutes ces femmes qui nous regardent, qui est Priscille? Priscille est une mère de 2 enfants. Elle est la promotrice de la gastronomie tchadienne. D'accord. Comme vous venez de le dire, je suis également la directrice générale du restaurant Les Saveurs de chez nous. Quand je dis promotrice de la gastronomie tchadienne, c'est un peu large parce que c'est tout un concept de la valorisation de la gastronomie du Tchad. Okay. Voilà, donc nous sommes dans la sensibilisation, nous sommes dans la formation, nous sommes dans la rédaction des livres, nous sommes également dans des recherches et innovations. Donc c'est un peu large. Et, par ailleurs, je suis également présidente de la Fédération tchadienne de l'art culinaire. Nous sommes en train de nous organiser afin de pouvoir vraiment valoriser nos aliments, les aliments du Tchad. Je suis actuellement chef de service des archives et de la documentation au niveau de l'ONPTA. D'accord. Et j'enseigne aussi. Okay. J'enseigne à Estac. Alors, quel parcours, Priscille? Vous êtes justement la directrice du restaurant Les Saveurs de chez nous. Dites-nous comment est né cet amour-là pour la restauration? Bon, s'il faudrait que je parle de l'amour pour la restauration, je vais repartir plusieurs années en arrière. Parce que c'est axé à 2 niveaux, je veux dire. Le premier, c'est au niveau de l'éducation en famille. Voilà, donc ma mère est une passionnée de la cuisine. Et elle m'a éduquée dans ça, elle m'a entraînée et déjà à bas âge, j'apprenais à cuisiner des petits plats et puis voilà, du coup, j'ai aimé faire la cuisine. Et par la suite, en 2007, c'est là où le déclic est vraiment parti parce que je cherchais à rédiger mon mémoire pour l'obtention de la licence professionnelle. Et c'est comme ça que le thème était sur la culture qui était un atout pour le développement. Vous avez une licence en restauration? Non, j'ai une licence en tourisme. D'accord. Option management des entreprises touristiques et hôtelières. Voilà, donc dans mes recherches, il savait que la cuisine fait partie de la culture et qu'il fallait détailler cet aspect. Alors, j'étais en train de faire des recherches et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de documentation en cuisine au Tchad. Ça m'a choquée et j'ai dit, mais pourquoi ne pas chercher à laisser des écrits? Parce que la cuisine est un patrimoine qui est là, c'est un savoir-faire qui est là. Mais si nous n'arrivons pas à transmettre ça de génération en génération, du coup, avec le temps, ça va disparaître. Donc, c'est de là où l'idée de créer ce concept a été née, l'idée de rédiger ce premier livre de cuisine a été née. Et c'est comme ça que je me suis lancée et puis voilà, j'ai collecté des recettes par-ci par-là auprès des amis, auprès des connaissances et puis voilà. Alors, le premier livre, c'est bien évidemment Les Saveurs de chez nous. Quelle est l'origine? Les saveurs de chez nous. Bon, quand on parle de saveurs, on parle de la qualité perçue par le goût. Et en cuisine, nous avons 4 saveurs fondamentales. Donc, nous avons l'acide, nous avons l'amer, nous avons le sucré et le salé. Bon, je vais parler beaucoup plus du salé. Parce que moi, en tant que chrétienne, je me suis référée à un verset biblique pour pouvoir donner ce nom-là. Lequel? C'est Matthieu chapitre 5, verset 13, qui parle des hommes, des chrétiens qui sont comme le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, le sel n'a plus de sens. Ça serait jeté et foulé aux pieds. Pour ce verset m'a un peu tiqué et puis j'ai dit tiens, comme je suis à la recherche des noms qu'il fallait donner, pourquoi ne pas donner les saveurs de chez nous? Et comme évidemment nous dans notre contexte, quand on veut parler de la nourriture, du repas, on dit c'est le sel, on veut manger du sel, donc c'est pour dire qu'on veut manger du repas. Donc j'ai vraiment fait allusion à ce verset biblique afin de pouvoir donner ce nom-là, les saveurs de chez nous.
Alors, les saveurs de chenaux regroupent plusieurs recettes de mets tchadien. Parlez-nous un peu de cette aventure. Comment vous avez pu faire dans la recette de chenaux? Par exemple, nous pouvons avoir le kawal, qui est une spécialité du Nord, peut-être la sauce longue, qui est celle du Sud. Comment vous avez pu réunir tous ces mets dans un seul livre? Je peux dire que c'est une très belle expérience, même si j'ai rencontré des difficultés. Parce que je me suis lancée comme ça et il fallait que je puisse côtoyer des gens pour pouvoir rédiger les recettes des autres provinces. Puisque moi, je suis de la province du Logone occidental. Donc, j'ai commencé par les recettes que moi-même je connais déjà à la maison. J'ai rédigé, j'ai fait une liste et puis après, j'ai dit, tiens, ça c'est juste le Logone occidental, mais qu'en est-il des autres provinces? Donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je côtoyais mes collègues, je côtoyais mes connaissances, mes amis des différentes provinces et puis voilà, je prenais les recettes avec elles. Et avec le temps, moi également, j'ai pris vraiment du temps pour faire des recherches dans ce sens-là. Ça vous a pris combien de temps pour rédiger ces premiers livres? Pour rédiger ce premier livre, ça m'a pris 7 ans. 7 ans. Ça m'a pris 7 ans. Oui, 7 bonnes années. De 2007 à 2014. Voilà, donc j'ai rencontré des difficultés, comme je le disais tantôt. Quelles sont justement précis les difficultés que vous avez rencontrées? Dans la rédaction de ce livre, j'ai rencontré, je peux dire, 3 à 4 difficultés. D'abord, dans la collecte des recettes, il fallait avoir des recettes authentiques des provinces. Mais vous savez que nous sommes en N'Djamena, c'est une grande ville cosmopolite et toutes ces personnes qui sont là, des fois ne maîtrisent pas vraiment les recettes de chez elles. Voilà, donc je peux donner des exemples. J'avais fait une recette, je crois que c'est sur le combo au lait caillé. D'accord. Voilà, donc la personne... recette de quelle province, par exemple? Voilà, évidemment, je suis en train de venir. Donc la personne que j'ai contactée m'a fait comprendre que c'est une recette du Nord, tout court. J'ai dit, bon, le Nord est large, c'est le BET. Donc j'ai essayé de mettre ça dans le BET. Maintenant, quelqu'un d'autre vient me dire non, que ce n'est pas du BET, mais c'est plutôt du Bata. Donc c'est un ressortissant du Bata qui m'a fait comprendre que ça, c'est sa recette. Mais bon, comme c'est le Tchad, et nous partageons également certaines cultures ensemble, nous partageons certaines habitudes ensemble, ça peut être possible. Nous pouvons également partager les recettes également ensemble. Donc je ne vois pas le problème à ce niveau. Mais moi, à mon niveau, il fallait que je me rende dans ces provinces-là, dans ces terroirs-là, rencontrer les personnes âgées qui détiennent vraiment ces connaissances. Les mamans, les vieilles mamans qui détiennent ces connaissances, qui vont donner encore les recettes avec plus de précision et avec plus d'astuces. Ça, c'est la première difficulté que j'ai rencontrée. Je n'avais pas assez de moyens pour pouvoir me déplacer et aller dans ces provinces-là, voilà, pour faire ce travail-là. J'étais vraiment limitée. Et je faisais ce que je pouvais. Donc il y a des moments où quand je voyage, je vais en mission par exemple dans le cadre du service, je profite pour contacter quelques mamans qui sont là et puis voilà, prendre rapidement des recettes que je peux prendre. Voilà, l'autre difficulté, c'est l'unité de mesure. Parce qu'au Tchad, nous n'avons pas l'habitude de mesurer nos ingrédients pour la préparation. Voilà, donc comme au niveau de la famille, bon, nous préparons en grande quantité pour la famille, tout en sachant qu'un parent peut passer par là en visite, voilà, qui peut avoir un peu de reste et tout. Donc, on n'a pas une quantité limitée. Voilà, donc ça fait que les mamans s'habituent à préparer comme ça, sans mesure. Elles savent, elles prennent vraiment une quantité quelconque d'ingrédients. Elle essaye de voir si cette quantité que j'ai prise là peut suffire à la famille, avec une marge bien sûr. Donc elles prennent et puis voilà, elles préparent et avec l'habitude, c'est un peu culturel en fait. Et avec l'habitude, bon, elle le fait et c'est parfait. Donc ça, c'est une difficulté que j'ai rencontrée. Parce que moi, comme c'est un travail scientifique que je fais, je dois utiliser des unités de mesure. Donc ça m'a tracassé, ça m'a donné des maux de tête. Mais je me suis quand même arrangée à utiliser nos petits verres là, de thé, voilà, pour mesurer par exemple l'huile, pour mesurer par exemple peut-être le riz, certains ingrédients
qui peuvent aller dans la préparation des repas, par exemple. J'utilise également les cuillères à soupe, les cuillères à café. Donc, il fallait que je refasse chaque recette à chaque fois pour voir si la mesure que j'ai faite peut vraiment aller avec la recette en question. Voilà, donc il arrive des moments où je prévois par exemple une quantité quelconque, une mesure de cuillère à soupe. Je me rends que c'est peu, il fallait acheter, donc je suis là en train de rectifier également tout le temps. Donc ça, c'est une autre difficulté que j'ai rencontrée. La troisième difficulté, c'est en fait l'édition. Vous savez que éditer un livre au théâtre, c'est pas donné, c'est pas donné. C'est du luxe. Ouais. Je me permets de dire que c'est du luxe parce que ça coûte extrêmement cher. Ouais. Et j'avais pris du temps, je crois que c'est 2 ou 3 ans en train de chercher le financement. Mais Dieu merci, il y avait l'ex-office tchadien du tourisme qui m'a également soutenu, qui m'a donné un financement, qui m'a permis d'ajouter à ce que j'ai, le peu que j'ai pour pouvoir éditer ce livre-là. Madame Priscille, 7 ans de rédaction avec tant de difficultés, vous ne vous êtes jamais désespérée? Quelle était votre force? Qu'est-ce qui motivait? Qu'est-ce que vous motivait à arriver jusqu'à ces fins? Ma force, c'est la passion de la chose. Parce que quand on a la passion de quelque chose, on va au-delà des difficultés. On voit plutôt les difficultés comme des opportunités qui nous permettent d'avancer dans la vie. Et c'est ce qui me permet à moi d'avancer dans la vie. Donc je me dis, bon, je vais braver cette difficulté, je vais tout faire pour avancer. C'est ça ma force. Très bien. Alors je rappelle que vous êtes un partenaire de l'émission Entre Elles. Donc on va aller du côté de la première rubrique. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Pour la cuisine? Oui. Ok, pour la cuisine, je vous propose le mbrakandi à l'huile de karité. Qu'est-ce que c'est le mbrakandi? Le mbrakandi, c'est un plat de poisson, de purée de poisson, qui est assaisonné au pénincillaire. Okay. Voilà, donc c'est des brisures de pénincillaire qu'on y met dessus. Et puis voilà, après la préparation, on met l'huile de karité au-dessus et on parfume encore avec des braises de charbon pour y apporter un bon parfum. Nous allons de l'autre côté pour suivre cette recette, le mbrakandi. À tout de suite. Bonjour, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver encore à cette nouvelle édition, cette présentation de recettes de cuisine. Aujourd'hui, je m'en vais vous présenter la sauce mbrakandi. La sauce mbrakandi, c'est de la purée de poisson assaisonnée aux brisures de pénincillaire. Voilà, et ce plat sera également accompagné de la boule de pénincillaire. Je suis assistée par Julien, qui est là pour me donner un coup de main. Voilà, donc pour préparer ce plat, nous aurons besoin d'1 kilo de poisson, de filet de capitaine que vous voyez ici. Nous aurons besoin de 2 à 3 pincées de sel. Nous aurons besoin d'huile de karité. Nous aurons également besoin d'huile d'arachide. Nous aurons besoin de 2 à 3 gousses d'ail et de bouillon pour assaisonner notre sauce. Jadis, cette recette se préparait sans oignon, sans ail. Mais ça se préparait avec de l'huile de karité accompagnée des braises de charbon. Donc l'association des braises de charbon avec l'huile de karité dégage une odeur très agréable et qui enlève également l'odeur du poisson. Donc cette fois-ci, nous allons faire ce plat avec les gousses d'ail. Donc nous allons découper rapidement notre filet. On peut également utiliser les filets de carpe pour pouvoir faire votre purée. Les filets découpés en dés dans la marmite. Voilà. Nous allons allumer notre feu. 2 pincées suffit pour le moment. Nous allons le laisser cuire. Entre-temps, nous allons mettre de l'eau de ce côté pour préparer notre boule de pénincillaire. C'est la boule qui va accompagner notre sauce mbrakandi. Nous allons vérifier, voir si notre poisson est en train de cuire. En même temps, nous tournons et nous faisons de sorte que les poissons puissent devenir de la purée. Voilà, Julien va nous piler l'ail. Et nous allons faire notre bouillie.
Pour le péninsulaire, quand c'est pas bien cuit, la boule ne sera pas bien faite. À cause des brisures qui sont là, nous allons lui laisser le temps de bien cuire. Voilà, au début, je vous ai présenté deux qualités d'huile. Nous avons l'huile de karité et également l'huile d'arachide. On peut utiliser un peu d'huile d'arachide. Mais là, nous avons préparé sans huile. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la cuisson, nous allons mettre de l'huile de karité avec des braises de charbon. Donc voilà pourquoi ce n'est pas vraiment utile pour nous d'en ajouter. Mais si on veut, on peut ajouter juste un filet. Voilà. Les bouillies de pénicilline sont déjà bons. Nous allons le laisser un peu cuire. Nous allons ajouter 2 à 3 piments dans la sauce. Parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas le piment, mais c'est juste pour avoir cette saveur dans la sauce. Nous allons goûter, voir si l'assaisonnement est bon. C'est pas bon, nous allons ajouter un peu de sel. Ensuite, l'ail en dernière position. J'aime bien mettre l'ail en dernière position pour lui garder tous les nutriments possibles. Voilà, nous mettons l'ail dans notre sauce. Nous allons ajouter du bouillon, un peu de bouillon pour lui relever le goût. Ça devient de plus en plus épais. Nous y avons ajouté un peu d'eau encore pour une dernière fois. Et nous allons préparer notre boule si la bouillie est déjà cuite. Notre cochon. Voilà, nous revenons pour vérifier notre bouillie. La bouillie de pénicilline, bien sûr. Voilà, nous allons tourner. Tournons la boule. Nous allons la laisser cuire. Et ensuite la mettre dans des calebasses enduites d'huile. Voilà, nous revenons vérifier notre fameuse sauce. Voilà, ensuite, nous allons utiliser nos braises de charbon pour lui apporter un parfum extraordinaire à la sauce. Une cuillère à soupe. 2, 3 et 4 cuillères à soupe. Et ensuite, nous mettons la braise, une braise et une deuxième braise et nous reformons la marmite. Voilà, nous pouvons déjà arrêter le feu parce que notre sauce est déjà cuite. L'objectif, c'est de lui apporter un bon parfum. Et nous retirons immédiatement les braises de charbon. Nous retirons également les piments. Une autre tasse. Voilà. Voilà, donc notre boule est déjà prête. La sauce est prête. Nous allons maintenant servir notre sauce. Voilà notre sauce brakandi.
accompagnée de la boule de pénicilline, déjà prête à être dégustée. J'espère que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui et j'espère également que vous allez essayer de la préparer parce que c'est une recette très simple à préparer. Nous vous disons merci et souhaitons vous retrouver la prochaine fois sur Toumaï TV pour une nouvelle édition. Bonsoir, Monsieur Vani. Bonsoir, Madame Brissé. Aujourd'hui, nous avons préparé un bracandou avec de la boule de pénicilline. D'accord. Voilà. On va essayer de goûter nos mets du terroir alors. Oui, oui. Akilna. Akilna. Là-bas c'est. Ok. Pour fumer, on presse au charbon et à l'huile de qualité. D'accord. On va goûter. Ok. En ressortissant du moyen charri, on va savoir si c'est le même plat que nos grands-mères font. Mais... Bien sûr, nous avons hérité d'elle. Maintenant, pendant le service, j'aime encore y ajouter. Voilà, on va faire comme vous. D'accord. Un plaisir, je vous sers. Merci beaucoup. Merci. Voilà. En tout cas, c'est très bon, ce que j'ai goûté. Merci. Avec l'huile de karité encore, je pense que ça rehausse encore. Voilà. Ah, ça, c'est très bon. Merci. Ouais, c'est très bon. Je pense que il faudrait qu'on l'insère dans tous les menus des restaurants locaux. Hein. Oui, oui, bien sûr. Voilà, donc c'est une très bonne idée. C'est des choses que tous les Tchadiens qui vivent de l'autre côté, on va dire, qui ne sont pas du moins charri, puissent découvrir. Ce serait une très bonne chose. Voilà, c'était la rubrique cuisine proposée par Priscille des saveurs de chez nous. Alors Priscille, quelles sont les qualités pour travailler dans la restauration traditionnelle? Bon, pour travailler dans la restauration, bon, je ne sais pas s'il y a des critères pour la restauration traditionnelle et moderne, mais je pense que travailler en restauration requiert beaucoup d'exigences. Ça demande une formation, ça demande des personnes du métier. Parce que si on dit c'est la restauration traditionnelle, tout de suite on va voir que non, c'est du traditionnel et puis voilà, n'importe qui peut s'y mettre et puis le faire. Non. Ouais. Nous, quand on dit traditionnel, c'est la gastronomie tchadienne que nous essayons de mettre en valeur. C'est faire sortir notre cuisine de chez nous vers le public. Et quand nous voulons sortir notre cuisine de chez nous vers le public, nous essayons de lui apporter une touche particulière, l'attractivité, que ça soit attrayant. Nous essayons de voir qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à ce plat qu'on mange à la maison, déjà avec la calebasse sur une assiette et puis voilà, une tasse à côté. Mais quand nous voulons l'amener au restaurant vers le public, nous essayons de mettre ce plat-là dans une assiette bien propre, avec un petit décor qui déjà à la vue attire la personne et lui donne l'appétit. Donc c'est pas donné à tout le monde de travailler à la restauration, mais c'est des personnes du métier qui connaissent le métier, qui s'y connaissent, qui doivent le faire. Priscille, dites-moi comment se faire une place ou un nom dans la restauration tchadienne? Bon, se faire une place ou un nom dans la restauration tchadienne, je pense que ça dépend de la personne qui prend la chose en main. C'est que la personne doit travailler dur, la personne doit se battre, gérer les difficultés possibles et avancer dans la vie. Moi, je trouve que le champ est très vaste au Tchad. Le champ est très vaste. Nous comptons même moins de 100 restaurants en N'Djamena. Vous voyez, dans certains pays comme le Québec, qui emploie en restauration 150 000 personnes. C'est 150 000 emplois. Pourquoi vous pensez que le plan est vaste et qu'il n'y a pas assez de restauration? Quel est le problème? Bon, le tout premier problème, c'est que le Tchadien se dit, je mange déjà la boule à la maison. Je ne vais pas encore manger la boule au restaurant.
Ça, c'est le premier raisonnement. Okay. Et je me rappelle bien quand nous étions encore installés au sein de la maison de culture Baba Mustapha, qui était entre-temps notre partenaire. C'est le raisonnement de beaucoup de Tchadiens. Et du coup, si tu t'en tiens à ce que les gens disent, tu vas très vite te décourager. Donc moi, quand on me parle comme ça, j'essaie de les raisonner. Je dis oui, c'est vrai que vous mangez la boule à la maison, mais la boule du restaurant là, a une touche particulière. Donc si vous voulez, commandez la boule et puis vous allez voir. Donc il y en a qui essayent de commander quand même. Donc je fais de mon mieux pour rendre ce plat-là vraiment agréable et attrayant pour qu'ils voient, pour que la prochaine fois, ils puissent revenir. Donc quand ils parlent comme ça, j'essaie également de les raisonner. Et il y en a qui comprennent. Ils disent, ah, c'est ça la vision. On n'a pas simplement compris. Donc je pense que manger au restaurant, c'est culturel pour certaines personnes, sous d'autres yeux. Ouais. Chez nous, c'est manger bien à la maison. On ne mange qu'au restaurant lorsqu'il y a des occasions, par exemple de fête, ou soit on invite quelqu'un, là, on va au restaurant pour manger. Mais sortir comme ça, décider de manger au restaurant et non pas manger chez soi, c'est comme on n'a pas encore mangé. Okay. Donc je pense que c'est juste culturel et avec le temps, ça va aller. D'accord. Alors vous êtes sur un autre projet de livre qui concerne uniquement les desserts. Parlez-nous un peu de cette initiative. Bon, c'est plutôt les entrées. C'est plutôt les entrées. L'écrit est déjà terminé. L'écriture est terminée. C'est sur les entrées. J'ai essayé de valoriser les aliments que nous avons chez nous, de les rendre un peu attrayants. Donc, quand on les rend attrayants, tout de suite, vous voyez que c'est un peu comme des plats européens, mais c'est avec nos aliments sur place. Donc, j'ai essayé de valoriser ces entrées. Parce que nous, en tant que Tchadiens, nous n'avons pas l'habitude de manger, surtout à un repas, avec un plat de résistance, avec une entrée et avec un dessert. Mais vous savez également qu'en journée, si nous essayons de répertorier ce que nous mangeons, tous ces éléments-là sont consommés par le Tchadien, d'une manière ou d'une autre. Parce que des fois, après le retour du marché, la maman qui arrive ou bien la fille qui revient du marché revient avec des mangues, par exemple, avec des fruits de saison, que la famille se régale avec ça, et puis voilà, on mange le plat de résistance, on boit le thé dessus. Et le thé, c'est comme une entrée. Oui, parce que ça digère bien. Vous avez à peu près combien d'entrées dans le nouveau livre? Dans le nouveau livre, nous avons 25 entrées. Nous avons 25 entrées pour le moment. Et nous continuons la recherche. Donc, comme je vous ai dit, nous avons un département de recherche et un comité scientifique qui sera mis en place d'ici très peu, parce que nous avons beaucoup de recherches à faire. Et j'aimerais bien prendre les gens du domaine, les gens de la santé, les gens de l'agriculture, les gens du tourisme, afin de pouvoir nous aider à faire ressortir les richesses culinaires que nous avons au Tchad. D'accord. Nous allons sûrement revenir à vous le temps d'accueillir sur ce plateau notre chroniqueuse de la rubrique Beauté et Bien-être. À tout de suite. Nous accueillons sur ce plateau Nancy pour la rubrique Beauté et Bien-être. Bonjour. Bonjour Virginia. Comment ça va? Ça va et toi? Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous propose un soin capillaire, un traitement pour aider à faire pousser vos cheveux. D'accord. Donc pour ce traitement, vous aurez besoin de 2 gingembre bien frais, de l'huile d'olive et de l'huile de ricin. Pour la préparation de ce traitement, il vous faut laver les gingembre, épulcher pour enlever la peau et râper ça. Une fois que vous avez râpé le gingembre, vous n'aurez pas besoin d'ajouter de l'eau. Il suffit juste de presser et vous allez obtenir le jus. Pour appliquer ce jus sur vos cheveux, il faut vous assurer d'avoir des cheveux détachés ou des vanilles sur votre tête, donc communément appelés les torsadés. Vous pouvez appliquer ce mélange sur vos cheveux et avec des mouvements circulaires, essayez de bien faire entrer ce traitement sur vos cheveux pour permettre que ça touche votre cuir chevelu. Une fois que c'est fait, portez un bonnet, de préférence avec un intérieur en satin. Donc ça permet de garder une bonne hydratation. Parce que sinon, si vous utilisez un simple paille, ça va plutôt absorber le traitement et ça n'aura pas assez d'effet. Donc une fois que vous avez appliqué ce traitement sur vos cheveux et que vous avez couvert ça avec un bonnet, vous patientez donc 1 heure de temps. Ensuite, vous pouvez laver ça au shampoing.
Une fois que vous avez lavé ça au shampoing, vous pouvez maintenant appliquer le mélange d'huile d'olive et de l'huile de ricin sur vos cheveux. Une fois encore, vous portez un autre bonnet et vous attendez 2 heures de temps et après c'est bon. Mais pour ce traitement, je vous conseille de vous-même vous lancer des challenges. Vous vous dites par exemple, je prends 2 mois seulement pour appliquer ce traitement-là. Et au bout de ces 2 mois, vous pouvez faire ça 2 fois dans la semaine. Et au bout de 2 mois, vous allez voir si vous avez des résultats beaucoup plus satisfaisants. Donc j'espère que vous allez essayer et que vous allez me rendre des comptes. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Priscille d'avoir accepté et répondu à notre invitation. Merci pour cet échange. Et on espère bien évidemment vous retrouver une autre fois, pourquoi pas, dans cette même émission. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi d'être là. Alors Nancy, merci aussi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.